Si vous voulez comprendre de quoi est faite le Mexique moderne, il faut vous rendre à Monterrey. C'est la ville de l'acier, le Chicago mexicain, où l'horizon est dominé non pas par des palmiers, mais par les cheminées de gigantesques usines. C'est ici, dans les fours de l'entreprise Ternium, qu'est né le squelette de l'un des projets les plus ambitieux de l'humanité, le pont de Baluarte. Notre visite commence dans l'atelier où l'air vibre de chaleur. Ici, il ne fait pas simplement chaud, ici règne l'énergie d'une planète en fusion. Nous nous tenons près du four à arc électrique. Lorsque les électrodes plongent dans la charge, retentit un tonnerre assourdissant, tandis que des gerbes d'étincelles aveuglantes frappent les murs. Ici, à Monterrey, on coulait un alliage spécial à haute résistance, capable de supporter le poids du pont et les charges de vent furieuses dans les montagnes. Je vois l'acier incandescent se déverser dans les moules. Ce sont les futures sections des pylônes. Pour le pont Baluarte, l'acier n'a pas simplement été fondu. Il a été créé comme un matériau composite capable de résister à des pressions et des torsions extrêmes. À Monterrey, dans des usines comme Ternium, le processus de fusion pour de tels ouvrages se transforme en chirurgie stérile à grande échelle. Tout commence dans les fours à arc électrique. Contrairement aux hauts fourneaux classiques qui utilisent du coke, l'acier y est fondu grâce à des décharges électriques d'une puissance phénoménale. Cela permet d'atteindre des températures supérieures à 1650 degrés Celsius en quelques minutes à peine. Mais la véritable prouesse réside dans le traitement hors four. Pour le pont de Baluarte, il fallait un acier à faible teneur en carbone, mais riche en éléments micro-alliés. Le métal en fusion est introduit dans une chambre à vide spéciale, où l'on extrait littéralement par aspiration les gaz dissous, hydrogène et azote. Si la moindre bulle microscopique d'hydrogène subsiste dans le métal, elle créera lors du refroidissement une fissure interne, un flocon. Pour un pont suspendu au-dessus d'un gouffre de 400 mètres, c'est une condamnation à mort. On ajoute au métal en fusion des ingrédients secrets, du niobium et du vanadium en microdose. Ils agissent comme des affineurs de grains. Dans l'acier ordinaire, la structure cristalline est grossière. Ces éléments forcent le métal à former une structure à grains fins. L'acier devient ultra solide, tout en restant ductile. C'est crucial pour la Sierra Madre, où surviennent des tremblements de terre. Le pont ne doit pas être cassant, il doit plier sans rompre. Lorsque les énormes plaques d'acier sortent du four, on ne se contente pas de les laminer en feuilles. L'usine de Monterrey utilise une technologie fascinante. L'acier passe entre des cylindres à des températures strictement contrôlées, puis est refroidi instantanément par de l'eau sous haute pression. Cela trempe le métal au niveau moléculaire tout en lui donnant sa forme. On obtient ainsi de l'acier X65 ou X70, si résistant qu'il permet de réduire l'épaisseur des parois des pylônes, diminuant le poids total du pont sans compromettre sa capacité portante. Un atelier entier est dédié au haubans. Le pont Baluarte est un pont à haubans, maintenu par des câbles d'acier. Mais « câble » est un mot trop faible. Il s'agit de faisceaux composés de dizaines de fils d'acier à haute résistance, chacun recouvert d'une couche anti-corrosion. Les ingénieurs nous expliquent. Un hauban, c'est le tendon du pont. Il doit être suffisamment souple pour jouer avec le vent et suffisamment solide pour soutenir des milliers de tonnes de béton et d'asphalte au-dessus du vide. Le fil d'acier est étiré à travers des filières en diamant, devenant fin mais incroyablement résistant. Mais voyons le processus depuis le début. La fabrication des câbles de haubans pour un géant tel que le pont Baluarte ressemble à la création d'une armure multicouche, où chaque niveau de protection remplit une fonction absolument vitale. Tout commence par le traitement des fils d'acier individuels qui constituent la base de l'ensemble de la structure. Chacun de ces filaments fins à haute résistance
subit une galvanisation à chaud. À la surface du métal se forme un alliage stable, qui devient la première et la plus importante barrière contre la corrosion. Même si les couches extérieures venaient à être endommagées, le zinc jouerait le rôle d'anode sacrificiel, s'oxydant à la place de l'acier et empêchant la rouille de détruire la structure du fil. Après galvanisation, des centaines de ces fils sont réunis en puissants faisceaux, mais entre eux subsistent inévitablement de microscopiques cavités. Pour éliminer totalement toute présence d'air ou de condensation à l'intérieur du câble, tout l'espace interne entre les fils est rempli sous pression d'une cire technique spéciale ou de paraffine hautement purifiée. Cette substance possède des propriétés hydrofuges et demeure souple même lors d'importantes variations de température, caractéristique des hautes altitudes de la Sierra Madre. La paraffine agit comme un lubrifiant scellant interne. Elle évite que les fils ne frottent les uns contre les autres lors des oscillations du pont sous l'effet du vent, tout en créant un rempart infranchissable contre l'humidité susceptible de provoquer une corrosion interne insidieuse. Vous voyez ces bobines d'acier gigantesques, prêtes à prendre la route. Chaque section de pylône pèse plusieurs dizaines de tonnes et chacune porte la marque Baluart. C'est leur passeport pour l'immortalité. Et le passeport vers l'immortalité de notre chaîne, c'est votre abonnement. N'hésitez pas les amis. Nous quittons à présent l'industriel Monterrey pour nous enfoncer vers l'ouest, dans les montagnes de la Sierra Madre. Ici commence un territoire que les habitants appellent Espinazo del Diablo, l'échine du diable. Une route étroite, sinueuse, où d'un côté se dresse une paroi verticale et de l'autre s'ouvre un gouffre de 400 mètres. Imaginez la scène. Vous êtes au volant d'un semi-remorque, sur la plateforme duquel repose une section d'acier de 20 mètres de long. Vous devez négocier des centaines de virages en épingle. La logistique du Baluart a été un exploit quotidien. Les roues des poids lourds frôlaient le bord du précipice et les conducteurs travaillaient à la limite du possible. Nous empruntons l'un de ces lacets. La poussière est ocre et fine, elle colmate les radiateurs, et les freins des camions hurlent sous l'effort. Pour acheminer une seule section de pylône, il nous a fallu 3 jours à travers ces gorges, raconte le chauffeur d'escorte. L'acier de Monterrey avançait lentement, mètre par mètre, là où personne n'avait jamais construit. Nous arrivons sur le chantier. Ici, la tête nous tourne. Nous nous tenons au bord du canyon de Baluart. En contrebas, à 403 mètres de profondeur, coule une petite rivière qui d'ici ressemble à un fil d'argent. C'est comme poser la tour Eiffel au fond d'un gouffre, et son sommet n'atteindrait toujours pas le tablier du pont. La scène principale de notre reportage, l'assemblage d'une section d'acier. Une énorme poutrelle d'acier est suspendue à la grue. Le vent dans les montagnes est traître. Il peut frapper soudainement, transformant cette pièce de 50 tonnes en pendule géant. Les ingénieurs, lasers télémétriques en main, retiennent leur souffle. Une erreur d'1 millimètre et le verrou ne se fermera pas. On entend le crépitement métallique des talkies-walkies et le mugissement du vent dans les haubans. Lorsque la poutre d'acier s'insère enfin dans ses logements et que les ouvriers commencent à serrer les premiers boulons, un cri de victoire déchire l'air. C'était un combat de l'homme contre la gravité. Le pont s'est construit simultanément depuis les 2 rives, pour se rejoindre au milieu. Quand les 2 moitiés de l'épine dorsale se sont enfin unies au-dessus du vide, le Mexique a retenu son souffle. Ce n'était pas un simple assemblage, mais l'apprivoisement d'un gouffre diabolique. Aujourd'hui, le pont de Baluart est un voilier blanc parmi les montagnes cendrées. Ses pylônes, de 169 mètres de hauteur, scintillent au soleil. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Autrefois,
Le trajet entre les États de Durango et Sinaloa à travers l'épine du diable prenait 6 heures épuisantes de conduite périlleuse. Aujourd'hui, ce même trajet se compte en minutes. Le pont de Baluarte est le maillon central d'une autoroute qui relie l'Atlantique au Pacifique. Le sable, c'est du métal. Surprenant, n'est-ce pas? Le minerai de titane constitue un véritable paradoxe de la nature. Une résistance extraordinaire pour les produits finis se cache dans des gisements friables d'ilménite et de rutile qui affleurent sur les rivages d'anciennes mers et le long des lits de rivières. Direction la plage. Ou plutôt, découvrons comment on extrait le minerai de titane et ce qu'on en fait. Ce métal occupe le 9e rang des réserves de l'écorce terrestre, mais son obtention à l'état pur reste l'un des procédés technologiques les plus complexes et les plus coûteux. Aujourd'hui, les alliages de titane constituent l'épine dorsale de l'aviation moderne et l'espoir de la médecine. Mais tout commence par le travail de fibres géantes qui tamisent des millions de tonnes de sable à la recherche du grain noir d'un minéral précieux. L'origine géologique des gisements de titane est liée à l'érosion des massifs granitiques et basaltiques. Durant des périodes prolongées, l'eau et le vent ont usé les roches, lessivant les minéraux les plus légers et concentrant les grains lourds d'ilménite. C'est ainsi que se sont formés les gigantesques placés littoraux, qui constituent aujourd'hui les principales sources d'extraction. L'exploitation évoque une transformation du paysage à grande échelle. Excavatrices sur chenilles et dragues créent des lacs artificiels à travers lesquels transitent des milliers de tonnes de pulpe. Grâce à la séparation gravitationnelle, où les particules métalliques lourdes se distinguent du quartz léger, on obtient un concentré noir. Ce n'est pas encore du métal, mais déjà une matière première qui recèle le potentiel nécessaire à la fabrication du fuselage d'un avion supersonique. La transformation du sable de titane en métal constitue un parcours éprouvant, impossible à réaliser dans un simple haut fourneau. Le titane nourrit une passion fatale pour l'oxygène, l'azote et l'eau. Toute tentative de le fondre à l'air libre le rend fragile et impropre à l'usage. C'est pourquoi la production de titane exige la création d'un vide ou d'une atmosphère de gaz inerte. La méthode de référence demeure le procédé Kroll, du nom de son inventeur. Le concentré noir est d'abord transformé en tétrachlorure de titane, un liquide volatile et agressif, puis réduit à l'aide de magnésium fondu dans d'immenses cornues en acier sous haute pression. Le résultat de cette réaction est ce qu'on appelle l'éponge de titane, une masse grise et poreuse qui ne ressemble en rien à un métal noble. Ce n'est qu'après une refonte dans des fours à arc sous vide que l'on obtient des lingots purs, prêts pour une transformation ultérieure. L'industrie aéronautique est devenue le principal consommateur de titane, car il est aussi résistant que l'acier, tout en étant 45% plus léger. Mieux encore, le titane est 2 fois plus résistant que l'aluminium, ce qui en fait un matériau idéal pour les zones soumises à de fortes contraintes. Dans les avions de ligne modernes, comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350, la proportion de pièces en titane atteint 50% du poids total. On l'utilise pour fabriquer les trains d'atterrissage, les fixations des ailes et les éléments des pylônes des moteurs. Mais le véritable domaine de prédilection du titane, c'est le cœur du réacteur. Là, la température monte à 600 degrés et au-delà, l'aluminium fond complètement, les composites se désagrègent. Les aubes de compresseurs en titane résistent à ces conditions extrêmes, conservant leur géométrie et leur résistance sous l'effet de forces centrifuges colossales. Sans ce métal, l'aviation à réaction moderne et la conquête de l'espace lointain auraient été techniquement irréalisables. Grâce à sa couche d'oxyde stable, le titane est totalement inerte. Il ne se désagrège pas dans le milieu agressif du corps humain, ne se décompose pas et ne provoque pas de réactions indésirables.
Le tissu osseux est capable de croître simultanément dans les pores de la surface d'un implant en titane, créant ainsi un lien solide et durable. Aujourd'hui, les vis en titane, les plaques d'ostéosynthèse et les articulations artificielles sont devenues une chance pour des millions de personnes de retrouver une vie pleine après de graves traumatismes. En dentisterie, les tiges en titane sont devenues la référence absolue, remplaçant efficacement les racines dentaires. Ce métal devient partie intégrante de sa biologie, ce qui rend son extraction d'autant plus significative. L'ampleur de l'extraction du minerai de titane ne cesse de croître, suivant la demande pour des technologies économes en énergie. Le minerai de titane est la source de production du dioxyde de titane, le pigment blanc le plus répandu au monde. Tout ce que nous voyons autour de nous en blanc, de la peinture sur les murs, au papier en passant par les boîtiers en plastique, des appareils électroménagers, contient une parcelle de minerai de titane. L'exploitation des gisements alluvionnaires nécessite de vastes étendues de terre, ce qui entraîne souvent la destruction de paysages naturels. La réhabilitation des sols après extraction constitue désormais une obligation pour les compagnies minières modernes. Ainsi, sur l'emplacement d'anciennes carrières, sont créés des espaces forestiers et des plans d'eau artificiels, dans une tentative de restaurer la biodiversité. Par ailleurs, le traitement chimique du minerai s'accompagne de la production d'importantes quantités de déchets, tels que les chlorures de fer. Les usines contemporaines mettent en œuvre des technologies de régénération des acides et des circuits fermés de gestion de l'eau, afin de réduire la pression sur l'environnement. L'économie du titane relève du long terme. La construction d'une seule usine de production d'éponges de titane exige des investissements se chiffrant en milliards et des décennies avant d'être rentabilisés. Chaque tonne de métal exige une quantité colossale d'électricité, si bien que les usines s'implantent souvent à proximité de centrales puissantes. Cela crée un lien étroit entre l'indépendance énergétique d'un pays et sa capacité à produire ce métal stratégique. Dans le monde, seuls quelques pays maîtrisent l'ensemble du cycle de production du titane, de l'extraction du sable à la coulée des lingots et à la fabrication des produits finis. Posséder une telle industrie est la marque d'un échelon technologique supérieur. Le minerai de titane joue également un rôle crucial dans la construction navale, notamment pour la création d'engins de plongée profonde et de sous-marins. Le titane résiste à l'eau de mer salée, là où l'acier rouille en quelques années. Son caractère non magnétique rend les navires invisibles à certains types de mines, tandis que sa capacité à supporter des pressions considérables permet aux explorateurs de descendre jusqu'aux fosses océaniques les plus profondes. C'est un métal explorateur qui repousse les frontières du monde accessible à l'homme, qu'il s'agisse des cieux les plus hauts ou des profondeurs de la fosse des Mariannes. L'avenir du titane est lié au développement des technologies additives ou de l'impression 3D. L'utilisation de poudre de titane obtenue à partir du minerai permet de créer des pièces d'une complexité extraordinaire, impossibles à fabriquer par les méthodes traditionnelles de coulage ou de forgeage. Cela réduit considérablement la quantité de déchets, car avec l'usinage traditionnel, jusqu'à 90% de ce métal précieux peuvent partir en copeaux. L'impression en titane ouvre de nouveaux horizons dans la médecine personnalisée, où l'implant est créé à partir des images individuelles du patient, reproduisant parfaitement l'anatomie de son os. C'est la voie vers une intégration encore plus étroite des technologies dans la vie humaine. Imaginez deux frères jumeaux, si semblables qu'il est impossible de les distinguer à l'œil nu. Toujours ensemble, nés au même instant, ils vivent côte à côte depuis des milliards d'années. Mais voici le paradoxe. L'un sauve le monde en fournissant de l'énergie à des millions de personnes, tandis que l'autre peut tout détruire s'il se retrouve au mauvais endroit.
Faites connaissance avec le zirconium et le hafnium, le couple le plus étrange du tableau périodique, qui régit les réacteurs nucléaires, tout en donnant aux ingénieurs des maux de tête à en pleurer. Ces deux métaux se ressemblent tellement d'un point de vue chimique qu'ils ont été découverts séparément à 150 ans d'intervalle, sans que personne ne soupçonne qu'il s'agissait d'éléments distincts. Le zirconium a été identifié en 1789 et le hafnium seulement en 1923. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont toujours ensemble. Dans la nature, il n'existe aucun gisement de zirconium pur. Il contient toujours entre 1 et 5% de hafnium. Ils sont comme le yin et le yang, version métallique et potentiellement radioactive si l'on ne s'y prend pas correctement. Et voici le plus fascinant. Ces frères jumeaux possèdent des propriétés nucléaires diamétralement opposées. Le zirconium est presque transparent aux neutrons. Il le traverse comme s'il n'existait pas. Le hafnium, lui, capture avidement chaque neutron qui passe à sa portée. Et ce n'est pas une petite différence. Le hafnium absorbe les neutrons 600 fois mieux que le zirconium. 600! C'est comme comparer du papier et un mur de béton pour arrêter une balle. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'un réacteur nucléaire, c'est une réaction en chaîne contrôlée. Les atomes d'uranium se désintègrent, libèrent des neutrons. Ces neutrons percutent d'autres atomes d'uranium qui se désintègrent à leur tour, et ainsi de suite. Pour que le réacteur fonctionne de manière stable, il faut contrôler précisément le nombre de neutrons. Trop de neutrons, le réacteur surchauffe, et c'est l'accident. Pas assez, la réaction s'éteint, et plus d'énergie. C'est là qu'intervient le zirconium. Les barres de combustible dans le réacteur sont de longs tubes remplis de pastilles de dioxyde d'uranium. Ces tubes doivent être fabriqués dans un matériau qui ne gêne pas la circulation des neutrons et ne freine pas la réaction. Le zirconium est idéal. Il est transparent aux neutrons, résistant aux températures élevées, insensible à la corrosion dans l'eau sous pression et à la radiation. Aucun autre métal ne convient aussi bien. Mais voilà le problème. S'il reste ne serait-ce qu'un peu de hafnium dans le zirconium, ce hafnium va dévorer les neutrons. La réaction ralentira ou s'arrêtera complètement. Imaginez que vous construisez un réacteur à plusieurs milliards de dollars. Vous chargez le combustible, vous le démarrez. Et rien ne se passe parce qu'il y avait du hafnium dans le métal des tubes. Le cauchemar de tout ingénieur. C'est pourquoi l'industrie nucléaire a besoin de zirconium, contenant moins de 100 parties par million de hafnium. Cela signifie qu'il faut retirer 99,99% du hafnium de chaque kilogramme de mélange naturel. Et c'est là que commence le véritable enfer, car les séparer est quasiment impossible. Pourquoi est-ce si compliqué? Parce que ces métaux sont de vrais jumeaux chimiques. Ils ont la même valence, des atomes de taille comparable, des propriétés chimiques presque identiques. Toutes les méthodes classiques de séparation des métaux sont inefficaces. On ne peut pas faire fondre le mélange et les séparer selon leur point de fusion. Ils fondent presque à l'identique. Impossible de les dissoudre et d'en précipiter un en laissant l'autre. Ils précipitent ensemble. C'est comme essayer de séparer des jumeaux qui feraient toujours exactement la même chose. Un peu comme dans un roman de Stephen King, non? La seule méthode efficace reste l'extraction par solvant, répétée inlassablement. On prend une solution aqueuse de sel de zirconium et d'hafnium, on ajoute un solvant organique spécifique qui dissout légèrement mieux l'un des deux sels. On agite vigoureusement le mélange, puis on laisse décanter. Le hafnium migre un peu plus vers la phase organique. Un peu. Le mot est important. À chaque cycle, la différence ne dépasse que quelques pourcents. Il faut donc répéter le processus des centaines et des milliers de fois. C'est ce qu'on appelle l'extraction en cascade. Imaginez une usine gigantesque
avec des milliers de cuves, où les solutions sont pompées de l'une à l'autre, passant par d'interminables cycles de mélange et de séparation. Le processus prend des semaines ou des mois. Et tout cela pour obtenir du zirconium d'une pureté suffisante pour un réacteur. Il existe une autre méthode, la chromatographie par échange d'ions. La solution de Cels est passée à travers une colonne remplie d'une résine spéciale. Le hafnium adhère un peu plus fortement à la résine que le zirconium. Il se déplace donc plus lentement. Après avoir traversé des dizaines de mètres de colonnes, ils finissent par se séparer. Mais là encore, le processus est lent, coûteux, énergivore. Voyons maintenant ce qu'on fait du zirconium pur. On le transforme en un alliage appelé zircaloy, du zirconium avec de petites quantités d'étain, de fer et de chrome. Cet alliage sert à fabriquer les tubes pour les crayons combustibles. Ces tubes doivent être parfaitement droits, sans le moindre défaut, avec une paroi de moins d'1 millimètre d'épaisseur et jusqu'à 4 mètres de longueur. La production de tels tubes relève d'un art à part entière. Le zirconium devient très réactif à haute température. Il capte l'oxygène, l'azote et l'hydrogène présents dans l'air, ce qui le rend cassant. Toutes les opérations doivent donc se dérouler sous vide ou en atmosphère inerte. Les lingots de zirconium sont chauffés à 1000 degrés Celsius, puis pressés ou laminés pour former des ébauches. Ces ébauches sont ensuite étirées à travers des filières à de multiples reprises, réduisant progressivement le diamètre et l'épaisseur de la paroi. Les tubes finis sont soumis à un contrôle qualité rigoureux. Ils sont radiographiés aux rayons X et aux ultrasons pour détecter les micro-fissures. La composition chimique est vérifiée par analyse spectrale. Leur résistance mécanique et leur tenue à la corrosion sont testées. Un seul tube défectueux dans un réacteur pourrait entraîner une fuite de combustible radioactif. Le contrôle est donc absolu. Et qu'en est-il du hafnium séparé? Lui aussi a de la valeur, mais pour des raisons opposées. C'est justement parce que le hafnium absorbe les neutrons qu'il se révèle utile pour les barres de contrôle des réacteurs. Ce sont ces barres qu'on abaisse dans le cœur pour ralentir ou arrêter la réaction. Lorsqu'il faut réduire la puissance du réacteur, les barres de hafnium s'enfoncent à l'intérieur et commencent à capturer les neutrons, freinant ainsi la réaction en chaîne. Le hafnium est également utilisé dans la technique spatiale et les avions supersoniques. Il résiste à des températures extrêmes, au-delà de 2200 degrés Celsius. On en fabrique des tuyères de moteurs fusées, des boucliers thermiques, des pièces qui fonctionnent dans l'enfer des températures et des pressions. Mais ce ne sont là que des applications de niche. La demande principale pour le hafnium vient précisément de l'énergie nucléaire. Fait intéressant, le hafnium doit son nom à Copenhague, ville où il fut découvert. Quant au zirconium, il tire le sien du minéral zircon, dont on l'a extrait pour la première fois. Le zircon, soit dit en passant, est une pierre magnifique utilisée en joaillerie, comme alternative économique au diamant. Mais il s'agit d'un matériau tout à fait différent, un silicate de zirconium, et non le métal pur. Dans le monde, seules quelques usines sont capables de produire du zirconium nucléaire. Le processus est si complexe et coûteux que tous les pays ne peuvent se le permettre. Les principaux producteurs sont la France, les États-Unis et la Chine. 1 kilogramme de zirconium nucléaire coûte des dizaines de fois plus cher que l'acier ordinaire. Mais pour l'industrie nucléaire, il n'existe aucune alternative. Un réacteur énergétique moderne contient environ 100 tonnes d'alliage de zirconium dans les barres de combustible. Ces barres fonctionnent dans des conditions extrêmes. Une eau sous pression à près de 320 degrés Celsius, un bombardement neutronique intense, un environnement corrosif. Et le zirconium résiste à tout cela pendant des années, protégeant le combustible et permettant au réacteur de fonctionner en toute sécurité. Sans le zirconium, il n'y aurait pas d'énergie nucléaire moderne. Les premiers réacteurs utilisaient d'autres matériaux, magnésium, aluminium, acier inoxydable. Mais tous absorbaient trop de neutrons, réduisant l'efficacité ou ne supportaient pas les conditions d'exploitation. Le zirconium a résolu ce problème
et a rendu possible la construction de réacteurs efficaces et sûrs. Il existe un autre domaine où le zirconium est irremplaçable, la médecine. Les implants en zirconium pour la dentisterie et l'orthopédie sont biocompatibles, résistants et ne provoquent aucune allergie. Articulations artificielles, couronnes dentaires, plaques pour os, nombre d'entre eux sont fabriqués en zirconium ou en oxyde de zirconium. Mais le zirconium médical ne nécessite pas une purification aussi poussée du hafnium, car les propriétés nucléaires n'y ont aucune importance. L'avenir du zirconium est lié au développement de l'énergie nucléaire. Les nouvelles générations de réacteurs exigent des matériaux encore meilleurs, plus résistants aux températures élevées, à l'irradiation, à la corrosion. De nouveaux alliages à base de zirconium sont développés, avec ajout de niobium, de molybdène et d'autres éléments. Des revêtements sont testés, qui protègent davantage les tubes de l'oxydation en cas d'accident. Quant au hafnium, il trouve de nouvelles applications dans la microélectronique. L'oxyde de hafnium est utilisé comme diélectrique dans les transistors des processeurs modernes. Il permet de réduire la taille des transistors sans perte de performance. Ainsi, les deux frères ont trouvé leur place dans les technologies qui font avancer la civilisation. Si je vous disais que chaque litre d'essence contient des traces de vie qui existaient sur Terre il y a des millions d'années, et que sans elles, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Chaque année, l'humanité brûle l'énergie née de plantes préhistoriques, de plancton et de créatures disparues bien avant l'apparition de l'homme. Pourtant, presque personne ne sait comment ce mélange noir et boueux, extrait à des kilomètres de profondeur, se transforme en liquide transparent, capable de faire tourner des milliards de moteurs. À l'intérieur des raffineries se déroulent des processus qui ressemblent à un chaos maîtrisé. Des températures infernales, des pressions qui déchirent le métal et des molécules qu'on brise puis réassemble. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez quelle étape de la fabrication de l'essence détermine réellement si votre voiture démarrera ou non. Tout commence avec le pétrole brut, extrait du sous-sol à des profondeurs pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Ce pétrole n'est pas une substance homogène, mais un mélange complexe de milliers d'hydrocarbures différents, formés durant des millions d'années à partir de restes d'organismes anciens. Imaginez, les dinosaures, les plantes préhistoriques et le plancton se sont transformés sous l'effet de la pression et de la température, en ce qui fait aujourd'hui tourner notre civilisation moderne. Incroyable, n'est-ce pas? Lorsqu'on l'extrait, le pétrole présente des aspects différents selon le gisement. Il peut être presque noir et épais comme de la mélasse, ou bien plus clair et fluide. Il contient un mélange de molécules de taille variée, depuis de minuscules gaz jusqu'à d'énormes composants lourds. Et la mission d'une raffinerie, c'est justement de séparer tout ce mélange en produits utiles, dont l'essence fait partie. La première et la plus importante étape s'appelle la distillation fractionnée. Le pétrole est pompé dans une immense tour verticale qui peut atteindre la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Cette tour s'appelle colonne de rectification et elle fonctionne selon un principe simple. Différentes substances bouillent à différentes températures. D'abord, le pétrole est chauffé à environ 400 degrés Celsius dans un four spécialisé. À cette température, la plupart des composants du pétrole se transforment en vapeur. Ce mélange de vapeur brûlante est introduit dans la partie inférieure de la colonne de rectification. À l'intérieur de la tour sont installés des dizaines de plateaux horizontaux, à différentes hauteurs. Et c'est là que commence la véritable magie de la séparation. Lorsque la vapeur chaude s'élève dans la colonne, elle se refroidit progressivement.
À chaque niveau, la température est légèrement plus basse que celle du précédent. Les molécules lourdes, dont les points d'ébullition sont élevés, se condensent les premières, en bas de la colonne, là où il fait encore très chaud. Les molécules plus légères continuent de monter jusqu'à atteindre le niveau correspondant à leur température de condensation. Elles s'y transforment alors en liquide et sont recueillies sur les plateaux appropriés. Les gaz les plus légers, comme le propane et le butane, traversent toute la tour et sortent par le sommet à des températures voisines de 30 degrés. Un peu plus bas, entre 65 et 200 degrés, on récupère la fraction essence. Ce sont ces molécules qui nous intéressent. Plus bas encore, à des températures inférieures, on obtient le kérosène et le gazole. Et tout en bas reste le fioul lourd destiné aux navires, ainsi que la matière première pour l'asphalte. Mais voici le hic. Si l'on se contente de fractionner le pétrole brut, on n'obtient pas beaucoup d'essence, environ 15 ou 20% du volume total. Or, la demande d'essence est colossale, bien supérieure à sa teneur naturelle dans le pétrole. Les raffineurs ont donc imaginé une astuce pour en produire davantage à partir de ce qu'ils ont, un procédé appelé craquage. Le craquage consiste à briser de grosses molécules lourdes en molécules plus petites, adaptées à l'essence. Plusieurs méthodes existent. Le craquage thermique chauffe simplement le pétrole lourd à des températures extrêmes d'environ 500 degrés sous haute pression. Dans ces conditions, les longues chaînes d'atomes de carbone se fragmentent littéralement en morceaux plus courts. Une méthode encore plus efficace, le craquage catalytique. On utilise ici des substances spéciales, les catalyseurs, généralement des aluminosilicates, qui accélèrent les réactions chimiques sans avoir à chauffer à des températures aussi folles. On mélange le pétrole lourd avec une poudre chaude de catalyseur à des températures proches de 1000 degrés, et les molécules se scindent bien plus rapidement et efficacement. Après la réaction, le catalyseur est régénéré et réutilisé encore et encore. Il existe également l'hydrocraquage, où l'on ajoute, outre la haute température et le catalyseur, de l'hydrogène sous pression, jusqu'à 1 tonne, voire 1,5 tonnes par pouce carré. L'hydrogène aide à nettoyer les molécules en éliminant le soufre et l'azote, qui peuvent être nocifs. Ce procédé donne l'essence la plus pure et de la meilleure qualité. Mais même après toutes ces transformations, l'essence n'est pas encore prête à rejoindre votre réservoir. Il faut améliorer ses propriétés par des procédés appelés reformage et alkylation. Le reformage modifie la structure des molécules d'essence, augmentant son indice d'octane, l'indicateur de la résistance du carburant à la détonation dans le moteur. Une essence à faible indice d'octane peut s'auto-enflammer dans les cylindres du moteur, de manière intempestive, provoquant un cliquetis susceptible d'endommager le bloc moteur. Lors du reformage, les molécules d'essence traversent une série de réacteurs équipés de catalyseurs au platine à une température avoisinant les 500 degrés. Là, les chaînes droites d'atomes se réorganisent en structures ramifiées et en molécules cycliques, qui présentent un indice d'octane plus élevé. Autrefois, on ajoutait du plomb pour augmenter l'octane, mais on a découvert qu'il était toxique et polluait l'environnement, si bien qu'on y a renoncé dès les années 1990. L'alkylation est un procédé qui permet de combiner de petites molécules en molécules plus grandes, parfaitement adaptées à l'essence. On prend des gaz légers, issus du craquage, que l'on fait réagir en présence d'acides puissants pour obtenir des molécules de la taille idéale à indice d'octane élevé. C'est un procédé coûteux, mais qui fournit les composants des essences premium. Après toutes ces transformations, différents flux d'essence sont mélangés dans des proportions précises pour obtenir le produit final aux caractéristiques recherchées. On ajoute encore au mélange toute une série d'additifs, des substances qui améliorent diverses propriétés. Les détergents nettoient le moteur des dépôts. Les antioxydants empêchent l'essence de se dégrader pendant le stockage.
Les inhibiteurs de corrosion protègent le système d'alimentation de la rouille. On ajoute des colorants pour pouvoir distinguer visuellement les différents types d'essence. Dans de nombreux pays, on ajoute obligatoirement de l'éthanol à l'essence, un alcool fabriqué à partir de maïs ou de canne à sucre. Il représente généralement 10% du volume, parfois davantage. L'éthanol augmente l'indice d'octane et est considéré comme plus écologique, car il provient de sources renouvelables. Bien que l'on débatte encore de ses véritables bénéfices environnementaux, compte tenu de toute l'énergie dépensée pour cultiver la matière première. Il est intéressant de noter qu'à partir d'un baril de pétrole brut de 160 litres, on obtient environ 20 litres d'essence, auxquels s'ajoutent le diesel, le kérosène, les lubrifiants et d'autres produits. Rien ne se perd, même les gaz produits au cours du processus sont brûlés pour chauffer la raffinerie elle-même ou transformés en d'autres substances utiles. Une raffinerie moderne, c'est une véritable cité de tuyaux, de tours, de réacteurs et de réservoirs qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés. L'ensemble du complexe est piloté par ordinateur, surveillant simultanément des milliers de paramètres: température, pression, débit des flux, composition des produits. Une erreur de réglage peut coûter des millions de dollars, voire provoquer un accident. Les normes environnementales se durcissent sans cesse. Aussi, les raffineries se modernisent-elles en permanence, installant de nouveaux équipements de traitement des émissions et réduisant leur consommation d'énergie. La production d'essence est devenue bien plus propre qu'il y a 30 ou 40 ans, même si elle reste très énergivore et continue d'avoir un impact sur l'environnement. Tout ce système complexe existe pour une seule raison: vous permettre de vous arrêter à une station-service, d'insérer le pistolet dans votre réservoir et de faire le plein en quelques minutes. Derrière ces quelques minutes se cachent des géologues qui cherchent le pétrole, des ingénieurs qui conçoivent les puits et les raffineries, des chimistes qui développent les catalyseurs et les additifs, des techniciens qui assurent le bon fonctionnement des équipements, des chauffeurs qui livrent le carburant. Une industrie mondiale qui fonctionne 24 heures sur 24 pour que le monde continue d'avancer. Et même si l'on parle beaucoup aujourd'hui de voitures électriques et d'énergie renouvelable, l'essence restera encore longtemps le carburant principal pour des milliards de véhicules à travers le monde. C'est le fruit d'un siècle de réflexion technique, de recherche chimique et d'innovation technologique. La transformation d'une matière organique millénaire en énergie moderne. Chaque année, l'humanité extrait plus de 300 000 tonnes d'étain, un métal qui a transformé l'histoire aussi profondément que l'électricité ou Internet. Imaginez, quelques grammes de ce métal à l'intérieur de votre téléphone maintiennent ensemble des milliers de contacts microscopiques. Et maintenant, imaginez que sans l'étain, l'âge du bronze n'aurait jamais existé. Mais il y a un secret que l'industrie dissimule soigneusement. Ne manquez pas la suite, vous découvrirez un fait sur l'étain qui bouleversera votre vision de l'électronique moderne. L'étain n'est pas qu'un simple effet de mode. C'est un métal à l'histoire millénaire, profondément ancré dans le temps. Sa découverte fut une véritable révolution qui modifia à jamais le cours de la civilisation humaine, inaugurant ce que l'on nomme l'âge du bronze. Imaginez, les anciens artisans avaient appris à extraire le cuivre et à en fabriquer des outils. Mais le cuivre était trop tendre. Et voilà que, par hasard ou par expérimentation, ils découvrirent qu'en ajoutant au cuivre fondu un peu d'un autre métal alors inconnu, l'étain, l'alliage devenait incroyablement résistant, dur, plus facile à couler et gardait bien mieux son tranchant.
Ce métal, c'était l'étain. L'alliage de cuivre et d'étain prit le nom de bronze. Épée, bouclier, outils, parures en bronze. Tout cela devint soudain accessible, conférant aux civilisations anciennes un avantage considérable. Ce fut un véritable bond technologique qui transforma la guerre, l'agriculture et les arts. L'étain devint si précieux qu'on se battit pour ses gisements, et les routes commerciales menant aux mines d'étain, comme celle de Cornouailles en Grande-Bretagne, revêtaient une importance capitale. Au fil des siècles, l'étain conserva sa valeur. On l'utilisa comme revêtement protecteur contre la corrosion. Le fer blanc, cette fine feuille d'acier étamée dont on fit les boîtes de conserve, en est l'exemple parfait. Il servit aussi à fabriquer des soudures tendres pour assembler les métaux, à produire des miroirs et même à créer des tuyaux d'orgue et des pièces de monnaie. Mais sa véritable renaissance survint au XXe siècle, avec l'avènement de l'électronique. Plus de 50% de la consommation mondiale d'étain revient désormais à ce secteur. Les soudures. Voilà son rôle principal. Votre ordinateur, votre smartphone, votre télévision. À l'intérieur, des milliers de composants électriques sont reliés entre eux. Ces connexions sont réalisées grâce à la soudure, le plus souvent un alliage d'étain et d'autres métaux. Par exemple, du plomb autrefois, aujourd'hui principalement du cuivre, de l'argent ou du nickel. L'étain convient parfaitement aux soudures, car il possède un point de fusion relativement bas, ce qui permet de le fondre facilement et de former des connexions sans endommager les composants électroniques sensibles. De plus, l'étain mouille les métaux, c'est-à-dire qu'il s'étale aisément sur la surface en créant une liaison électrique et mécanique solide. Il offre également une bonne conductivité électrique et résiste à la corrosion. L'électronique moderne utilise ce que l'on appelle des soudures sans plomb, ce qui constitue une avancée majeure pour l'environnement. L'étain est le composant principal de ces alliages. Sans connexion soudée fiable, toute l'architecture complexe des circuits intégrés s'effondrerait tout simplement, et votre appareil ne serait plus qu'un amas de composants inutiles. L'étain sert à recouvrir d'autres métaux, notamment le cuivre, sur les circuits imprimés. Cela protège les pistes de cuivre de l'oxydation et facilite le processus de soudure. On l'utilise également pour revêtir les connecteurs, ce qui améliore leur conductivité électrique et leur résistance à la corrosion. L'étain n'est pas un élément très abondant dans la croûte terrestre. Son principal minéral est la cassitérite, c'est-à-dire l'oxyde d'étain. C'est un minéral assez dense, que l'on trouve souvent dans des gisements alluvionnaires, ce qui signifie qu'il peut être extrait des sédiments fluviaux ou d'anciens rivages marins. Plus de 70% de la production mondiale d'étain est concentrée dans 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud: la Chine, l'Indonésie, le Myanmar et le Pérou. Cela rend le marché de l'étain particulièrement sensible aux événements politiques et économiques dans ces régions. L'extraction de l'étain commence par la phase d'exploration. Les géologues, armés de technologies modernes, mènent des études, des forages et des analyses d'échantillons de sol et de roches afin de localiser les gisements où la concentration de cassitérite est suffisamment élevée pour permettre une exploitation économiquement rentable. Une fois le gisement identifié, son exploitation débute et peut emprunter 2 voies principales selon le type de gisement. La première, et la plus courante, consiste à extraire l'étain des gisements alluviaux. Imaginez, pendant des millions d'années, la cassitérite, arrachée aux roches-mères par l'eau et l'érosion,
s'est accumulé dans les lits des rivières, au fond des lacs ou sur d'anciennes berges marines. Ils se déposaient comme du sable sous forme de placers. L'extraction de ces gisements est souvent moins complexe que celle des mines souterraines. On y utilise d'immenses dragues, de véritables usines flottantes qui aspirent des tonnes de terre et de gravier au fond des cours d'eau. Ou encore des monitors hydrauliques, de puissants jets d'eau sous haute pression qui lessivent les sols des berges ou des flancs de collines contenant de la cassitérite. La masse de roches ainsi délayée passe ensuite par un enrichissement primaire, où des méthodes gravitationnelles, exploitant la différence de densité, séparent la cassitérite de la gangue plus légère. C'est l'équivalent industriel de l'orpaillage, mais à une échelle gigantesque. La seconde méthode consiste à extraire le minerai de gisements primaires, où la cassitérite se trouve directement dans la roche dure. On y exploite alors des mines souterraines traditionnelles, comme pour l'extraction d'autres métaux. Les mineurs forent des tunnels et des trous de mine dans la roche, utilisent des explosifs pour fragmenter le filon, puis des chargeuses récupèrent le minerai et le remontent en surface. Cette extraction est plus coûteuse et complexe, nécessitant un équipement puissant et le respect de protocoles de sécurité rigoureux. Après l'extraction, le minerai, quelle que soit son origine, est acheminé vers l'usine de traitement. Il y est d'abord concassé, puis broyé en une poudre très fine dans des broyeurs, afin de libérer les cristaux de cassitérite de la roche environnante. Différentes méthodes d'enrichissement sont ensuite appliquées. La première méthode est la séparation par gravité. La cassitérite étant un minéral relativement dense, on la sépare des minéraux plus légers à l'aide d'eau. Cette opération peut s'effectuer sur des cribles vibrants, des tables à secousses ou des séparateurs en spirale. La deuxième méthode est la flottation. Pour enrichir davantage le minerai ou séparer la cassitérite d'autres minéraux, on utilise parfois la flottation. La cassitérite adhère sélectivement aux bulles d'air et remonte à la surface sous forme de mousse. Au terme de tous ces procédés, on obtient un concentré d'étain contenant plus de 50% de cassitérite, voire davantage. Ce concentré est ensuite acheminé vers une usine métallurgique pour produire de l'étain métallique pur. Là, le concentré, qui est un oxyde d'étain, est mélangé avec du charbon, qui joue le rôle de réducteur, et des fondants. Les fondants sont des substances qui facilitent la séparation des impuretés. Ce mélange est chauffé dans des fours spéciaux à des températures élevées, généralement autour de 1300 degrés Celsius. À ces températures, le carbone capte l'oxygène de l'oxyde d'étain, libérant ainsi l'étain métallique pur, qui fond et s'écoule au fond du four. Le plomb brut fondu obtenu contient encore des impuretés d'autres métaux. Il passe donc par une étape cruciale supplémentaire, le raffinage. Il peut s'agir d'une purification thermique, où le plomb est chauffé à des températures précises pour que les autres métaux se séparent ou remontent à la surface. Ou plus fréquemment, d'un raffinage électrolytique qui permet d'atteindre une très haute pureté de l'étain. Une haute pureté, c'est-à-dire quasiment 100% dans ce cas, vous imaginez ? Cela s'avère absolument essentiel, en particulier pour l'industrie électronique, où les moindres impuretés peuvent affecter la conductivité électrique et la fiabilité des composants. Et si je vous disais que l'éclat de votre voiture, de vos appareils électroménagers et même des gratte-ciel cache l'un des secrets les plus dangereux du monde chimique? Le métal que nous voyons chaque jour dans son reflet miroir commence son voyage dans les entrailles sales de la Terre et peut se transformer en une substance dont même les ingénieurs prennent la fuite.
Pourquoi donc l'utilisons-nous encore en toute tranquillité? Et comment, à partir d'un minerai gris insignifiant, naît le légendaire éclat métallique? Regardez jusqu'à la fin, je vous révélerai un fait qui changera radicalement votre perception du chrome. Le chrome est le véritable directeur artistique du monde chimique, une célébrité métallique qui adore l'attention et la brillance. C'est lui qui veille à ce que vos couverts ne se transforment pas en horreur rouillée et à ce que votre moto ait l'air tout juste sortie d'un atelier du futur. Un vrai dandy métallique, mais pour accéder à son essence élégante, il faut traverser tous les cercles de l'enfer industriel. Son nom d'ailleurs vient du grec chroma, qui signifie couleur. Et il porte bien son nom, car ses composés sont un véritable feu d'artifice. Du pigment jaune éclatant, dont on peignait autrefois les autobus scolaires, au vert intense utilisé dans les peintures. Il est littéralement le père de toutes les couleurs, tout en préférant arborer sa tenue blanc argenté, ultra tendance au lustre étincelant. C'est comme une célébrité qui dissimule, sous le fond de teint et les paillettes, le fait qu'au petit matin, elle ressemble à nous tous, grise et misérable, et que seul le travail acharné de l'industrie chimique en fait une star. Mais revenons à la poussière et au drame. Ce magnifique séducteur est l'enfant de l'haltérophilie. La plupart de ces gisements, un véritable trésor de minerais de chrome, sont cachés profondément dans les entrailles de la Terre. Et savez-vous qui est le principal fournisseur de cet éclat? L'Afrique du Sud, mesdames et messieurs. C'est la véritable Mecque pour les amateurs de chrome, où des machines gigantesques, telles des dragons métalliques affamés, dévorent la roche. L'extraction de la chromite n'est pas une promenade de santé. C'est une affaire sale, gourmande en énergie et très sérieuse. Le chrome ne traîne pas en surface. Il exige qu'on descende jusqu'à lui, qu'on le creuse, qu'on le broie. Et ce n'est qu'ensuite qu'on commence à le persuader de livrer son éclat. Le minerai ne ressemble en rien au pare-choc polyphénal. Il est gris, rocailleux et, pour être honnête, absolument quelconque. C'est comme voir une star d'Hollywood sans maquillage, à peine sortie du lit. Un peu choquant, mais c'est la réalité. Après l'extraction commence le plus intéressant, la transformation du minerai en ferrochrome, un alliage de fer et de chrome, qui est la principale forme de transport du chrome pour l'industrie. Cela se fait dans d'immenses fours à arc électriques, où la température est si élevée qu'elle ferait s'évaporer jusqu'à votre rêve le plus audacieux. Le ferrochrome est une sorte de demi-produit de brillance, et il est absolument crucial pour créer ce qui rend notre vie confortable et esthétique, l'acier inoxydable. Et c'est ici que nous abordons le rôle le plus important de cet élément, son rôle de super-héros anti-corrosion. L'acier inoxydable, c'est essentiellement du fer qui s'est trouvé le gardien idéal. Et ce gardien, c'est précisément le chrome. Lorsque nous ajoutons du chrome au fer, le chrome, tel un véritable gentleman, monte à la surface de l'acier et forme une pellicule passive d'oxyde de chrome, extrêmement fine, invisible, mais incroyablement résistante. Cette pellicule est un bouclier véritablement invincible, qui se régénère instantanément si on l'égratigne. C'est comme disposer d'une réserve infinie de nanopansements, toujours prêts à intervenir. Grâce à cette pellicule, nos éviers de cuisine, nos instruments chirurgicaux, notre vaisselle et même des gratte-ciels entiers ne se couvrent pas de rouille hideuse. C'est là le travail essentiel du chrome, protéger le fer de son plus grand ennemi, et il le fait avec une telle facilité que nous ne remarquons même pas ses efforts. Il est si modeste lorsqu'il protège, mais si brillant lorsqu'il se met en valeur.
Mais, comme toute star, le chrome cache un secret ténébreux. Et c'est là que nous enlevons nos lunettes roses, pour comprendre pourquoi la question de l'extraction est sérieuse. Dans sa forme la plus répandue et stable, le chrome possède un certain degré d'oxydation et constitue généralement un oligo-élément sûr, voire nécessaire à notre alimentation. Mais lorsque le chrome décide de raviver sa jeunesse rebelle et augmente son degré d'oxydation de 3 à 6, il se transforme en véritable méchant chimique, connu sous le nom de chrome hexavalent. Ce personnage est toxique, cancérigène, et nous le connaissons grâce au drame hollywoodien sur Erin Brockovich, qui a lutté contre la pollution industrielle de l'eau par cet élément. Vous connaissez cette histoire? Dites-nous si elle vous a plu. Le chrome hexavalent n'est pas qu'une simple nuisance, c'est une menace réelle pour la santé des travailleurs dans l'industrie et pour l'environnement s'il n'est pas éliminé correctement. Il se forme dans certains procédés industriels, notamment lors du chauffage, et c'est là que l'éclat élégant bascule vers un versant très sombre. C'est pourquoi les ingénieurs chimistes et les écologues mènent une lutte constante pour que ce rebelle Pulse 6 reste sous contrôle strict et soit neutralisé en un Pulse 3 inoffensif, avant même de quitter l'enceinte de l'usine. C'est comme garder sous clé le membre le plus imprévisible de la famille pour qu'il ne gâche pas la fête familiale. Enfin, parlons de son rôle le plus brillant, celui de roi de la galvanoplastie. Le chromage électrolytique, ou comme on dit simplement chromage, est le procédé qui transforme un métal ordinaire en objet de luxe. Pensez aux poignées de porte, pare-chocs, jantes, tuyaux d'échappement, robinets de cuisine. Tout ce qui brille et reflète la lumière avec cet éclat métallique aristocratique. C'est une couche très fine, mais incroyablement dure de chrome, appliquée par méthode électrochimique. Il ne se contente pas d'offrir un aspect fantastique, il rend également la surface résistante aux rayures, à l'usure et bien entendu à la corrosion. Le processus de chromage est souvent assez salissant et complexe, nécessitant un contrôle extrêmement précis, mais le résultat en vaut la peine. Le chrome joue ici le rôle de revêtement brillant final, comme la touche ultime d'un artiste qui transforme son œuvre en chef-d'œuvre. Il s'attribue toute la gloire, alors qu'en dessous se cache parfois un simple cuivre ou nickel. C'est la façade métallique que tout le monde adore photographier. Voilà donc l'histoire du chrome. Il commence son voyage sous forme de minerai peu attrayant dans les entrailles chaudes et poussiéreuses d'Afrique du Sud, exige un processus de purification complexe et souvent dangereux pour abandonner ses habitudes toxiques. Et ce n'est qu'ensuite qu'il revêt son plus beau costume argenté pour devenir le protecteur et le roi de l'éclat dans votre quotidien. C'est grâce à lui que votre cafetière affiche un style moderne et que votre automobile étincelle au soleil. C'est un élément de contraste. Extraction sale, finition élégante, mortellement toxique à +6, bénéfique à +3, protection invisible et éclat aveuglant. Et tout cela pour que nous puissions dire « Oh, regarde comme ça brille !» Alors, la prochaine fois que vous admirerez l'éclat du chrome, souvenez-vous de ce lointain début poussiéreux dans les mines, là où cet éclat est né.